Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce webinaire sur le bilan de positionnement pédagogique, donc dans le cadre d'un projet de transition professionnelle. C'est le troisième volet du cycle de 5 focus sur les transitions professionnelles. On a vu le projet de transition professionnelle pour les CDD et les CDI, pour les intermittents du spectacle et les intérimaires. On voit donc cette fois-ci le bilan de positionnement pédagogique qui est plus particulièrement destiné aux organismes de formation. On reverra les deux derniers, donc porteront à la fois sur le dispositif démissionnaire et puis sur Transco, le dispositif transition professionnelle. Voilà. J'ai donc le plaisir d'accueillir aujourd'hui Marie-Lise Bazin et Christian Laurent de Transition Professionnelle Hauts-de-France. Je les laisserai se présenter tout à l'heure. Et donc, je suis donc Isabelle Desmarais, chef de projet professionnalisation au C2RP. Et peut-être avant de démarrer, quelques petits consignes techniques, mais je suppose que vous devez maintenant avoir l'habitude de ces webinaires. Au centre, en bas de votre écran, vous avez le bouton affichage qui vous permet d'agrandir votre écran si vous le souhaitez. Et puis, donc, toujours en bas, mais sur votre droite, vous avez donc l'onglet questions qui vous permet de poser des questions tout au long du webinaire. Donc, n'hésitez pas, on y répondra au fur et à mesure. Et puis, on aura un temps d'échange à la fin. Donc, à la suite de l'intervention, vous recevrez un mail qui comprendra le lien vers le replay du webinaire ainsi qu'un lien vers un petit questionnaire de satisfaction donc en ligne. Et le support de présentation vous sera adressé ultérieurement donc par mail. Donc, et en fonction de vos questions, donc, nous réaliserons éventuellement un document FAQ ou si ce sont des questions plus spécifiques, des réponses vous seront apportées par mail. Donc, avant de commencer également, quelques mots sur le C2RP, pour ceux qui ne connaissent peu ou pas encore. Donc, le C2RP, c'est le CARIFOREF Hauts-de-France. Nous sommes un groupement d'intérêt public financé et présidé alternativement par l'État et la région. Nous sommes administrés avec les partenaires sociaux et donc membres du CREFOP et du réseau des CARIFOREF. Comme vous le savez peut-être, donc il y a un CARIFOREF par région. Et puis donc avec une animation nationale au sein de cette association où nous développons donc des projets et des outils à destination des professionnels des différents CARIFOREF. Nous avons 4 missions, nous avons tous 4 missions principales, après avec des spécificités par région. Une mission d'observation sur la relation emploi-formation. Nous mettons à votre disposition un certain nombre d'outils où vous pouvez retrouver des données emploi-formation. Nous apportons également un appui technique aux instances régionales. Notre seconde mission, c'est la collecte de l'offre de formation. C'est peut-être par ce biais-là que vous nous connaissez le mieux, puisque nous gérons la base régionale de l'ensemble de l'offre, donc toute voie de formation confondue, y compris l'apprentissage, qui permet à l'ensemble des professionnels de consulter les offres et pour vous, pour les organismes de formation, de saisir leurs offres. Et puis, nous faisons remonter toute cette base au national pour l'interconnecter avec l'ensemble de l'offre nationale. Voilà, au niveau des 2 dernières missions, l'accompagnement et l'information. L'accompagnement, c'est par des professionnels, donc par justement le programme d'information et sensibilisation et également tout un certain nombre de ressources que vous retrouvez sur le site et l'information, donc également des outils pour vous aider dans l'accompagnement de vos publics. Voilà, je ne vais pas être plus longue pour arriver à notre programme d'aujourd'hui, donc vraiment sur le bilan de positionnement pédagogique. Donc, je vais passer sans attendre la parole à nos intervenants, donc à Christian et à Marie-Lise. C'est Christian peut-être qui commence pour le programme.
Oui, ben, bonjour. Donc, je m'appelle Monsieur Laurent Christian. Je suis donc référent de parcours pour Transition Pro et je suis basé, moi, sur l'antenne d'Amiens. Voilà, je vais peut-être laisser Marie-Lise également se présenter. Bien sûr. Donc, bonjour à tous et à toutes. Je suis Marie-Lise Bazin. Je suis responsable territoriale de l'espace territorial Hainaut-Cambrésis, donc basé à Valenciennes, et en charge du pôle observation, emploi, formation et partenariat. Et je rends la parole à Laurent pour présenter les sous-thèmes du focus du jour. D'accord. Donc, nous allons voir aujourd'hui le bilan de positionnement. Déjà, ses obligations légales, puisque depuis 2018, cet acte est obligatoire pour tous les centres de formation qui décident donc de passer par Transition Pro. Donc, la commission paritaire a besoin, elle, d'une cohérence de parcours de formation. Ensuite, pourquoi un bilan de positionnement pédagogique? À quoi cela sert-il? Ensuite, comment le compléter? On verra un petit peu les différents documents qu'on vous a mis à votre disposition pour pouvoir le compléter. Et ensuite, j'ai décidé, moi, de faire un petit exemple sur un bilan de positionnement pédagogique pour que vous puissiez comprendre un petit peu ce qu'il faut mettre et où, surtout, il faut le mettre. Voilà. Et ensuite, eh bien, il y aura quelques questions-réponses, je l'espère. Alors, bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, au cours de mon exposé là-dessus, vous pouvez poser des tas de questions en rapport avec le thème qu'on aborde et on essaiera d'y répondre au fur et à mesure. Voilà, pour essayer de limiter le tas de questions à la fin, quoi. Voilà. Donc, on va démarrer de suite, c'est cela? Alors, je crois que c'est Marie-Lise qui démarre là. Voilà, tout à fait. Donc, on peut passer à la slide suivante. Voilà, donc Transition Pro pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est un acteur régional. Il faut savoir qu'il y a 18 Transitions Pro pilotées par Certif Pro. Paritaire, donc composé pour moitié des représentants des employeurs et pour l'autre moitié des représentants de salariés interprofessionnels agréés par l'État. Et notre rôle est d'accompagner le développement des compétences dont les entreprises et les salariés ont besoin. Donc ça se passe au travers de 4 dispositifs et d'un certificat. Alors, le projet de transition professionnelle qui a déjà été évoqué, je crois que c'était le premier focus que nous avons abordé dans cette série. Les transitions collectives, le dispositif des missionnaires, la validation des acquis et de l'expérience, qui vient d'être reconduite jusqu'au 31 décembre de cette année, et le certificat CLEA. Donc, on est en charge de différentes missions, au même titre que nos partenaires du C2RP. Donc, la mission principale, c'est le financement des projets de transition professionnelle des salariés. Mais c'est aussi l'analyse et des besoins en emploi et compétences des territoires. On est en charge également du contrôle de la qualité des formations qui sont financées au travers des certificats Calliope. Voilà. Vous êtes organisme de formation, donc vous maîtrisez bien ces aspects-là. On est en charge également des partenariats. Alors, on en a un exemple très concret avec notre partenaire du C2RP, mais on met en place également des partenariats financiers. Ça peut être avec des OPCO, ça peut être avec des opérateurs du conseil en évolution professionnelle. La liste est en train de bien s'allonger. On est en charge du suivi et de la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle et donc la mise en œuvre de la certification CLEA au travers de l'organisation des jurys qui délivrent les parchemins aux récipiendaires. Voilà, donc on va pouvoir passer à notre focus sur le bilan de positionnement pédagogique et je rends la parole à Christian. Voilà, donc on va parler déjà des obligations légales du bilan de positionnement dans un premier temps. On va pas trop s'y attarder puisque c'est un texte de loi qui a été déposé. Voilà, donc c'est l'article, voilà, vous l'avez de toute façon, je pense, Isabelle, que
tout ce qu'on met là, ça sera diffusé ensuite par mail aux différentes personnes qui ont été invitées. Voilà, donc je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Voilà, je vous ai dit, donc 2018, l'acte du bilan de positionnement est obligatoire. Il doit être réalisé à titre gratuit par le prestataire de formation. Donc, chaque centre de formation doit systématiquement faire un bilan de compétences. Ensuite, je vous expliquerai exactement ce que nous, on attend et on entend par un bilan de compétences, un bilan de positionnement, pardon, constaté en vue de suivre l'action donc de formation. Voilà. Donc ça, on ne va pas trop s'attarder là-dessus, hein, ce sont qu'un texte de loi, donc il faut vous y fier puisqu'il est obligatoire. Voilà. Ensuite, alors, qu'est-ce qu'un bilan de positionnement? Alors, un bilan de positionnement, pour nous, il est en deux parties, si je puis dire. La première partie, puisqu'on voit, moi je travaille surtout sur des dossiers donc d'organismes de formation, pardon, et je vois un petit peu les problèmes que vous rencontrez avec ça. Donc, il y a deux choses à ne pas confondre dans un bilan de positionnement. Le premier, ce sont les prérequis. C'est-à-dire, en gros, est-ce que la personne a le niveau pour entrer en formation? Nous, ce n'est pas ce qui nous intéresse le plus, puisque si la personne n'a pas le niveau, elle n'a pas à rentrer en formation. On est bien d'accord. Donc, ce qui nous intéresse, nous, c'est surtout la seconde partie. C'est-à-dire que chaque centre de formation doit être capable, d'accord, d'identifier des compétences transverses, professionnelles ou extra-professionnelles, qui pourraient donc apporter une individualisation du parcours de formation. Voilà, donc là, il faut identifier, voilà, sur ces slides, pourquoi. Donc, les acquis. OK, qu'est-ce que cette personne a comme acquis? Le potentiel d'apprentissage également de cette personne et les compétences transférables, comme je vous l'ai dit, hein, transverses au regard de l'action de formation envisagée. Voilà, donc c'est-à-dire que vous devez vraiment, alors après je vous expliquerai comment certains centres de formation le font, ce bilan de positionnement. D'accord? Donc, m'indiquer sur un bilan de positionnement que la personne est motivée, j'espère pour elle. Mais ce n'est pas ce que nous, on veut voir dans un bilan donc, de positionnement. D'accord? Qu'elle soit motivée, quel est le niveau pour entrer, certes, ça, c'est OK, mais ce n'est pas vraiment pas ce qu'on vous demande. D'accord? Donc, et à l'issue de ce bilan, il va falloir forcément proposer et individualiser, donc et adapter, d'accord, le parcours de formation vis-à-vis de la personne que vous avez donc, vous avez fait le bilan, quoi, en quelque sorte. Voilà, donc ça, c'est une chose très importante. Et ensuite, démontrer que les contenus et modalités de mise en œuvre du parcours de formation sont adaptés aux objectifs définis. Alors, dans un bilan de positionnement, on ne voit pas forcément une réduction de parcours. Ça peut être également une augmentation de parcours. D'accord? Donc, je m'explique. Je sais que j'ai vu qu'il y avait les IFIS, etc. Vous, par contre, pour tout ce qui est IFIS ou IFAS, vous êtes réglementé dans le parcours, enfin dans le bilan de positionnement. Je m'explique. C'est-à-dire qu'une personne qui a déjà un diplôme d'auxiliaire de vie, etc., systématiquement, vous adaptez le parcours vis-à-vis de son diplôme. Donc, je pense qu'il y a une réduction de parcours. Ensuite, je parle de l'augmentation de parcours. Pourquoi? Je vais vous citer un exemple vraiment que j'ai vécu. Vous allez voir, c'est très, très facile à comprendre. Il y a une personne qui voulait faire donc une formation de commerce international. Elle maîtrisait l'anglais parfaitement, sauf qu'elle avait des lacunes en anglais professionnel, c'est-à-dire vraiment l'anglais ciblé sur le commerce international. Donc le centre de formation nous a dit oui, parfait, parfait. Il parle l'anglais couramment, mais il ne maîtrise pas, d'accord, l'anglais professionnel dans le cadre du commerce. Donc, le centre de formation nous a fait une proposition de parcours en rajoutant exactement, je crois, de mémoire, ça devait être 35 heures. Donc, ils nous ont rajouté 35 heures, d'accord, en l'argumentant derrière, en disant attention, cette personne, certes, elle parle anglais, parfait, mais nous, pour l'amener dans les meilleures conditions jusqu'au bout, d'accord, de la formation et surtout qu'elle ait son examen, eh bien, on lui a rajouté ces 35 heures d'anglais professionnel. Voilà, voyez-vous, donc ce n'est pas forcément, d'accord, une réduction de parcours, mais c'est surtout individualiser et adapter le parcours aux besoins de l'apprenant. Voilà, c'est surtout ça que la commission paritaire, entre autres, puisque je ne sais pas si on en parlera après,
Mais notre commission paritaire sur Amiens est très attentive à ça. D'accord? Elle veut voir si le parcours est cohérent. Y a-t-il des questions pour l'instant, Marie-Lise, ou pas, peut-être? Pour l'instant, nous n'avons pas de questions. Je suis si clair que ça pour un jeudi matin, c'est parfait. Mais il faut croire. Voilà. Donc là, qu'est-ce qui doit être évalué? Voilà, le bilan de positionnement, c'est bien. Maintenant, vous savez à quoi ça sert, d'accord? À individualiser le parcours. Ça sert également, eh bien, à ajuster, si je puis dire, la formation au plus près de l'apprenant et surtout de ses besoins. Bon, ça, c'est clair. Maintenant, qu'est-ce qui doit être évalué? Les prérequis, comme je vous ai dit, nous, l'apprenant, a-t-il le niveau, etc., et rentrer dans les conditions de la formation, ça, à la limite, je vous dis, c'est pas trop ce que la commission regarde. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si cette personne n'a pas le niveau, hein, si vous demandez un niveau, je ne sais pas, 6 pour rentrer en formation et que la personne a un niveau inférieur, bah, forcément, là, il n'a pas les prérequis. Alors, attention, dans le bilan de positionnement, si la personne a des lacunes, c'est-à-dire n'a pas les prérequis, ce n'est pas la peine de lui rajouter dans le parcours de formation, d'accord, les prérequis, puisque là, ça ne fonctionnera pas, parce que les prérequis, ce sont les prérequis. Donc, si elle n'a pas le niveau, elle n'a pas à y rentrer. Donc, les prérequis ne sont pas à intégrer dans le bilan de positionnement. D'accord? Ça, c'est clair. Si elle ne maîtrise pas le français pour entrer dans une formation, bah, elle devra déjà passer peut-être par le CLEA, comme on parlait tout à l'heure, pour refaire une remise à niveau, pour revenir vous voir ensuite pour intégrer la formation. Mais en aucun cas, vous devez lui rajouter des modules de prérequis dans la formation. Ça, c'est clair également. C'est pour ça que je voulais le préciser. Les compétences transférables, donc on en a déjà parlé, d'accord, professionnelles et extra-professionnelles. Oui, pourquoi extra-professionnelles? J'ai plein d'anecdotes là-dessus, je vais vous en citer une. Vous allez vite comprendre ce qu'on appelle extra-professionnel dans ce cadre-là. J'ai un monsieur qui était chef d'équipe maçon. Bon. Il voulait devenir, donc, passer le titre de gérant de PME-PMI, d'accord, petite et moyenne entreprise. OK, il veut faire la formation. Oui, mais c'est que ce monsieur, parallèlement à ça, était dirigeant d'un club de foot. Ce qui veut dire qu'il avait déjà des compétences, d'accord, pour gérer certaines choses. Hein, en tant que gérant d'un club de foot, il avait déjà des compétences. Ça, le centre de formation en a tenu compte, effectivement, et ont adapté le parcours vis-à-vis de ça. Donc, c'est pour ça que ça peut être professionnel, mais extra-professionnel. Voilà. Donc ça, c'est ce que je voulais également insister. Donc, comment est-ce évalué et avec quel outil? Alors là, la loi ne dit strictement rien là-dessus, c'est-à-dire que c'est vous qui choisissez l'outil avec lequel vous allez évaluer donc et identifier les compétences transverses. Alors, ça peut être un entretien, ça peut être un quiz, ça peut être une multitude de choses. Même déjà, ça peut être aussi des fois des réalisations. Voilà. Enfin bref, la loi est très vague. C'est à vous donc de déterminer la façon avec lesquelles, d'accord, vous allez identifier les compétences transverses. Il y en a même, puisque je l'avais indiqué, et ça, j'avais trouvé ça génial, ils ont fait passer, eh bien, l'examen blanc. Alors là, c'est génial, puisqu'ils font passer l'examen blanc, et là, ils s'aperçoivent tout de suite, d'accord, où ça pêche et où ça ne pêche pas. Voilà, là, c'est une façon, mais vous n'êtes pas obligé de le faire naturellement, mais c'est une excellente façon pour pouvoir identifier les compétences transverses. Voilà. Alors, comment le faire? Vous allez dire, oui, je sais, c'est pas facile à mettre en place. Il me semble que vous avez tous des formateurs et des responsables de formation. Pour certains titres, d'accord, il y a des évaluations qui sont faites régulièrement par ce qu'on appelle les CCP pour les titres pro, par module, etc. Demandez à vos formateurs, tout simplement, puisque eux, ils sont chargés de les faire passer, ces différents modules. Alors, bien sûr, vous adaptez le module, hein, vous n'avez pas dû faire le module complet, mais au moins, vos responsables de formation ou alors vos formateurs pour vous dire, ben voilà, j'ai moi un petit questionnaire que je leur fais passer pour voir s'ils ont pu acquérir le module 1 de la formation, ben, prenez-le et servez-vous comme outil. Ça peut être également. Donc là, c'est vraiment un partage. Ensuite, aussi une petite chose. Il faudrait que ce soit vraiment la personne qui fasse passer le bilan de positionnement qui le remplisse. Parce qu'on tombe également sur des cas où c'est le ou la secrétaire qui le remplit, mais cette secrétaire ne fait que rapporter certains faits.
Elle n'a pas fait passer le bilan de positionnement. Donc, ce qui fait que lorsque nous, on rentre en contact, puisque le bilan n'est pas tout à fait correct, cette personne est incapable de nous répondre puisque ce n'est pas elle qui l'a mis en place. Donc, ça serait bien également de nous mettre en relation avec les personnes qui remplissent les bilans, parce que lorsqu'il y a un petit hic, si je peux dire, qu'on puisse au moins avoir un référent pour pouvoir échanger avec lui sur ce qu'attend donc la commission paritaire sur le bilan de positionnement. Voilà. Toujours pas de questions? Alors, j'ai essayé de lancer le débat en posant une question moi-même, Christian. Alors, est-ce qu'un positionnement académique, donc on parle de diplôme de l'éducation nationale, je prends l'exemple d'un CAP, oui. Donc je suis déjà titulaire d'un CAP, je vais être dispensé au travers du positionnement académique des matières d'enseignement général. Oui. Donc, est-ce que, je fais le candide volontairement, oui, bien sûr. Est-ce que ce positionnement académique peut-il être assimilé à une individualisation de parcours? Alors, c'est une mécanique administrative, on est bien d'accord, c'est comme la là, VAP. Là, c'est réglementé. Voilà. C'est-à-dire que là, c'est réglementé, c'est différent. Mais peut-être que ça, c'est simplement pour, on va dire entre parenthèses, supprimer la première année, d'accord, des cours généraux. Mais ça ne nous dit pas si la personne a déjà des compétences derrière, dans le métier visé. On est bien d'accord. Donc, le bilan de positionnement doit répondre, est-ce que cette personne a des compétences transverses dans le futur métier? Donc, tu vois la différence entre le bilan de positionnement qui lui identifie les compétences transverses et la réduction de parcours obligatoire et réglementée. C'est vraiment deux choses différentes. Oui, qu'il y ait une réduction de parcours parce que c'est réglementé, bah oui, j'allais dire c'est presque normal puisque c'est réglementé. Mais par contre, peut-être que la personne a d'autres compétences transverses. Voilà, donc on ne se limite pas, on ne se limite pas à ça. Il faut au demeurant travailler sur l'individualisation. Et puis, j'ouvre encore une autre petite parenthèse, c'est que tous les centres de formation maintenant sont au Calliope. On est bien d'accord. Et au Calliope, critère numéro 2 et ligne numéro 8, je suis précis, je l'ai appris par cœur, vous avez écrit noir sur blanc, individualisation du parcours de formation, donc le bilan de positionnement. Donc, ça rentre dans les démarches également Calliope. D'accord? Voilà. Donc ça, je voulais faire une parenthèse, comme quoi c'est indiqué un petit peu partout. Et que, pour revenir à ce que tu disais, Marie-Lise, effectivement, c'est pas parce qu'il y a une réduction de parcours réglementé que ça fait partie du bilan de positionnement. Il doit y avoir quand même derrière un bilan de positionnement. Parce que cette personne a peut-être effectivement des compétences transverses. En plus d'avoir déjà un BEP ou un CAP ou un BTS qui là, c'est réglementé. Y a-t-il d'autres questions? Oui, je vois qu'il y a une question. Non? Non, c'était la mienne. C'était quoi? D'accord, ok. On saute. Pour le moment, nous n'avons pas de questions. D'accord. Donc là, les éléments qui constituent un bilan de positionnement. Donc, la synthèse du parcours du bénéficiaire, donc sa formation initiale, d'accord, vous devez en tenir compte, ou sa formation continue, les expériences professionnelles en lien avec le métier, comme je parlais tout à l'heure de mon fameux chef de chantier en maçon qui était derrière responsable d'un club de foot. L'analyse du positionnement préalable réalisée au sein de l'organisme de formation, donc mesure là, le bilan doit bien mesurer l'écart entre les acquis et les attendus modifiés par le référentiel de formation. Donc là, fiez-vous sur les différents, mais on verra ça à la slide suivante, je crois, ou après. D'accord? Donc, il va falloir vraiment que vous décortiquiez, si je peux dire, le référentiel de certification pour voir les différents modules qui existent. Vous puissiez dire, tel module, telle chose, oui, acquis, non acquis ou en cours d'acquisition. Voilà, donc c'est ça que ça veut dire que vous allez vous baser donc sur le référentiel pour pouvoir avoir tous les différents modules ou CCP, vous les appelez comme vous voulez. D'accord? Et ensuite, adaptation de la durée de parcours face aux écarts constatés. Nous verrons également comment le remplir ensuite. OK? Donc, s'il y a une VAE, s'il y a une VAP qui a été fait, c'est ce que Marie-Lise, tu soulevais tout à l'heure. Donc, il y a peut-être des allègements réglementaires, comme le fameux CAP tout à l'heure, ou le Bac Pro, ou le BTS, je veux dire également. D'accord? Le cas échéant, besoin d'aménagement, individualisation du parcours au regard du référentiel, c'est ce que je vous ai dit juste avant. D'accord? Et cette individualisation est susceptible de ne pas pouvoir faire l'objet d'une prise en charge. Oui.
Parce que si la commission paritaire considère que le parcours de formation n'a pas été adapté et individualisé vis-à-vis du bénéficiaire, la commission paritaire statue sur incohérence du parcours de formation. Et malheureusement, c'est le bénéficiaire qui, lui, eh bien, si je peux me permettre, sera le dindon de la farce, puisque c'est lui qui ne sera pas financé. Donc, faites très attention également à ça. D'accord, le candidat a-t-il une reconnaissance de travailleur handicapé? Ça, vous pouvez l'indiquer. Là, par contre, s'il y a adaptation vis-à-vis de son handicap et de peut-être quelques heures de plus, ça peut arriver, hein, suivant le handicap, quelques heures de plus pour la compréhension, pour diverses choses, ou la lenteur peut-être due à un handicap, etc. Dans ce cas-là, vous pouvez l'indiquer que votre parcours est augmenté de quelques heures parce que cette personne rencontre un problème, d'accord, physique ou pas, ou ça peut être aussi cognitif, mais rencontre un problème et qu'elle a besoin, d'accord, d'un peu plus de temps que tout le monde pour pouvoir mener à bien sa formation. Ça, c'est tout à fait possible également. D'accord? Et les modalités pédagogiques adaptées au profil du candidat. Voilà. Donc, tout doit être argumenté et justifié. Oui, parce que c'est bien souvent le problème que nous rencontrons. C'est-à-dire que vous avez vu à la fin, on verra après, à la fin du bilan de positionnement, il y a un argumentaire. C'est-à-dire que le parcours, s'il est réduit, s'il est rallongé ou s'il n'y a pas de changement, vous devez l'argumenter pour que la commission paritaire puisse le comprendre. Voilà, il n'y a pas eu de réduction de parcours parce que ceci ou parce que cela ou parce que voilà. J'ouvre également une autre parenthèse, j'ai plein de choses qui me viennent. Hein. Concernant donc les métiers liés à la santé, hein, je prends par exemple les aides-soignants qui, je sais, ont un aménagement réglementé s'ils ont un diplôme d'auxiliaire de vie, etc., hein, ou autre avant. Faites attention, parce que imaginez que cette personne ait passé son auxiliaire de vie il y a 25 ans. Elle n'a jamais pratiqué. Ça peut arriver. J'ai passé, moi, mon auxiliaire de vie il y a 25 ans. Je suis parti après dans une autre branche de métier, mais j'ai quand même le diplôme en poche. Si vous, en tant qu'IFAS ou IFSI, vous appliquez le règlement, effectivement, vous pouvez lui faire une réduction de parcours. Oui, mais sauf que la personne a 25 ans, elle a passé son diplôme, elle n'a jamais exercé. Donc là, vous pouvez justifier effectivement, dire attention, oui, dans la réglementation, je pourrais faire ma réduction de parcours, peut-être. Mais regardez, ça fait 25 ans qu'il l'a passé, et vis-à-vis du positionnement, on s'est aperçu qu'il avait tout perdu. Donc, on est obligé de lui proposer la formation dans sa totalité et sa globalité. Ça se comprend également très bien. Ça m'est déjà arrivé, et la commission paritaire le comprend très bien. Oui, effectivement, il y a 25 ans, il a oublié des choses. Voyez-vous? Donc ça, c'est hyper important. Donc, c'est vraiment à vous de déceler, d'accord, tous ces différents points que je viens d'aborder. Voilà, les déceler. Est-ce qu'il a un diplôme? Oui, mais il l'a eu il y a combien de temps? Hein, je parle surtout pour les IFIS et les IFAS. Donc, il y a combien de temps? Oula, il y a longtemps. On va lui faire passer les... Oula, c'est pas possible, il a plus de connaissances. Donc, même s'il a le diplôme, on ne lui fait pas de réduction parce que on s'est aperçu qu'il avait tout oublié. Voilà, depuis tant de temps. Donc ça, c'est ce que je voulais insister également là-dessus parce que c'est pas important. Voyez-vous, le bilan de positionnement n'est pas une camisole de force, si je puis dire, n'est pas quelque chose où vous êtes enfermé. C'est à vous d'identifier et ensuite d'argumenter. Surtout argumenter le parcours que vous proposez. Ça, c'est hyper important puisque sinon, la commission ne comprend pas. Voilà, ça arrive bien souvent, hein, on nous dit réduction de parcours. Oui, d'accord, pourquoi? C'est bien gentil, mais pourquoi? Parce qu'il a tel module, parce que dans le bilan qu'on lui a fait passer, là c'est acquis, là c'est acquis, c'est acquis. Nous verrons après, juste après peut-être, je crois. Non, pas encore. Voilà, donc ça c'est hyper important. Ensuite, pour la restitution. Alors, Transition Pro a mis à votre disposition, d'accord, pour la restitution, un support. Mais il faut savoir que ce support n'est pas quelque chose d'obligatoire. Nous, c'est une aide qu'on vous donne, c'est un outil. Mais si vous avez votre propre bilan de positionnement que vous avez déjà fait depuis des années, qu'il est bien construit, il est bien clair, il est bien net, mettez-le. Notre document n'est pas quelque chose d'obligatoire. Il est juste là comme outil et comme support si des fois vous n'avez pas construit ceci. D'accord? Que ça soit bien net aussi, bien compris. Vous n'êtes pas obligé de remplir le note. Voilà, en quelques mots, on va faire simple. C'est pas obligé.
d'accord? Ou fournir, comme j'ai dit, votre propre support. Donc, transmettre le bilan positionnement pédagogique, l'ensemble des documents, des résultats, preuves passées. Parce qu'on peut effectivement, lorsque c'est un petit peu ambigu, nous pouvons, nous, vous demander de nous envoyer, en tant que référent de parcours, d'accord, les résultats du bilan de positionnement. Alors, si c'est un quiz, etc., on peut vous demander les résultats. Il y en a qui nous les fournissent directement. D'accord? Ou alors, si c'est un entretien, puisque vous pouvez le faire sous forme d'entretien, dans ce cas-là, ça serait bien de nous faire une synthèse de l'entretien pour dire, ben voilà, moi, je l'ai interrogé là-dessus, bah, c'est pas terrible, j'ai rejoint là, c'est pas terrible. Donc, il est obligé de faire la totalité du parcours. Mais surtout, argumenter. J'insiste, c'est le gros souci que nous avons avec les bilans de positionnement, ils ne sont pas argumentés. Et malheureusement, la commission paritaire, lorsqu'elle nous demande des explications, ben, on n'est pas capable de les donner. C'est quand même un petit peu gênant, surtout pour le bénéficiaire. D'accord? Donc, afin que les commissaires possèdent tous les éléments pour statuer, voilà, ça vous devez vous en douter, hein, la slide est là pour ça. Voilà, toujours pas de questions. Ah si, je vois qu'il y en a 3. Si. Alors, est-ce que, donc, c'est Marion Grégoire qui souhaite savoir, est-ce que seule la reconnaissance TH peut donner lieu à un allongement de parcours? Non. Non, absolument pas, puisqu'il peut avoir TH, mais il peut être complètement intégré dans le groupe. Hein, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il est TH qu'il y a systématiquement un parcours adapté, oui, pas forcément. Et pour cela, faites encore une fois le bilan de positionnement. Vous allez vite vous apercevoir si cette personne rencontre des difficultés ou pas. Voilà. Mais non, le TH ne donne pas systématiquement un rallongement de parcours. Il faut l'identifier par le bilan. Il y avait une autre question peut-être par Élise? Non. Et peut-être, si je peux me permettre également, la question, c'est aussi dans le sens où est-ce qu'il n'y a que la reconnaissance handicap qui peut allonger le parcours? Ou est-ce qu'il y a d'autres motifs qui se retrouvent un petit peu régulièrement d'allongement de parcours? Écoutez, alors à partir du moment où le rallongement ne fait pas partie des prérequis, on est bien d'accord sur ce thème, hein, d'accord? Si cette personne n'a pas le niveau, d'accord, elle n'a pas à rentrer en formation et la formation n'est pas faite pour rattraper son niveau. Ça, c'est clair. Hein, donc là, il n'y a pas de réduction de parcours. Par contre, si cette personne, c'est sur un thème bien précis, vous vous souvenez, je vous ai parlé de mon fameux commerce international. Ben, c'est ça. Lui, il avait vraiment besoin d'un petit peu plus parce que l'anglais, il le maîtrisait. Ah, il le maîtrisait, l'anglais. C'était les prérequis. Il fallait maîtriser l'anglais et il fallait avoir des compétences déjà dans le commerce. Il les avait, les prérequis. Mais là où il avait une petite lacune, c'était sur l'anglais commercial. Donc là, effectivement, c'est justifié. Mais si c'était uniquement, ce monsieur ne parle pas du tout anglais, là, c'était différent. Là, ce sont les prérequis qu'il n'a pas. Voyez-vous? Donc, s'il n'a pas les prérequis, là, ce n'est pas la peine de lui mettre des cours d'anglais ensuite dans la formation, puisqu'en principe, dans la formation, l'anglais est déjà pratiqué couramment. Voyez-vous? Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. Ah, je prends toujours des exemples parce que ça parle toujours un petit peu plus. Voilà, je pense qu'on peut peut-être préciser, Christian, que la notion d'allongement de parcours dans le cadre d'une individualisation, c'est bien en rapport avec le référentiel de formation, la fiche RNCP. C'est-à-dire que si je reprends ton exemple d'une certification en commerce international, on ne va pas allonger le parcours avec du web et du web mobile. Ah non. On reste bien sur les besoins pour valider, c'est-à-dire c'est augmenter les chances de l'apprenant de valider la certification dans les meilleures conditions. C'est ça, tout à fait. L'idée, c'est de bien peut-être se baser sur la fiche RNCP, les différents blocs de compétences. Comme tout à l'heure, tu évoquais les CCP, mais on peut aussi partir des blocs de compétences. Bien sûr, qui sont vraiment décortiqués. De toute façon, mais on ne va pas ajouter de l'allemand si on est sur une option diplôme langues étrangères anglais. Il faut que ça reste effectivement en rapport direct avec le référentiel. Voilà. Voilà. De toute façon, c'est ce qu'on, je pense, c'est ce qu'on va. Voilà. Là, ça va être un petit peu plus clair. On va comprendre exactement. Alors, est-ce que j'ai moyen de l'agrandir, moi? Oui.
Oui, dans affichage. Affichage, oui, parce que vous avez vu, j'ai des lunettes et j'ai une très, très mauvaise vue. C'est marqué plein écran, hein? D'accord. Oh, ben ça va beaucoup mieux. Voilà, donc là, c'est notre outil. D'accord? C'est l'outil qu'on met à la disposition donc, des organismes de formation pour pouvoir remplir, d'accord, le bilan de positionnement. Alors, bon, là, on va passer bénéficiaire, vous mettez toute sa civilité, etc. La formation visée, d'accord, ça jusqu'alors, ça va. Ensuite, eh bien, la synthèse du parcours du bénéficiaire, c'est-à-dire formation initiale et continue, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il a comme niveau d'études, etc., soit en formation continue initiale. Et ensuite, là, ça devient, là, on commence à rentrer dans le vif du sujet, l'expérience professionnelle en lien avec le métier visé. Il en a, vous l'indiquez, il n'en a pas, vous ne l'indiquez pas, naturellement. D'accord? Donc, voilà comment on remplit cette première partie, mais ce n'est pas la plus importante. D'accord? La plus importante, eh bien, c'est celle qui vient juste après. Voilà. Donc là, on a pris un exemple. Un exemple du fameux titre professionnel, ce qu'on appelle le FPA, le formateur professionnel pour adultes. Voilà, et vous avez vu, il y a différents blocs. Donc, ce que nous, on demande dans ce bilan de positionnement, c'est effectivement de reprendre bloc par bloc. Donc là, on a pris un exemple. Alors bon, on n'a pas mis tous les blocs, on a mis simplement ce bloc qui correspond donc au RNCP 37, 27, etc., qui est donc concevoir et préparer une action de formation. D'accord? Donc là, vous avez vu, on a repris sur le côté, bon, pour vous, ça sera donc sur le côté gauche, on a repris tout ce qui était indiqué dans le RNCP, entre autres ici, qui indique donc les différentes compétences que cette personne doit acquérir ou qu'elle a pu acquérir dans le bloc concevoir et préparer la formation. Donc là, bah, vous les répertoriez. Comme je vous ai dit tout à l'heure, comment savoir? Eh bien, rapprochez-vous de vos formateurs ou de vos responsables de formation. Eux sont chargés en principe d'évaluer systématiquement après la fin du bloc, le bloc. Donc là, ils vont vous dire, ils vont vous donner ce document que vous allez pouvoir donner au bénéficiaire pour qu'il lui le remplisse également. Là, vous allez pouvoir l'identifier. Donc, acquis du stagiaire. Ensuite, acquis partiellement, non acquis. Donc là, vous indiquez également ici si c'est acquis ou non acquis. Ensuite, sous quelle forme vous l'avez fait? Donc, soit par entretien, soit par test, soit une mise en situation ou autre, si des fois vous en avez mis d'autres. D'accord? Et c'est sur la fin que c'est très important. Regardez, vous avez la première colonne qui est la durée prévue dans le référentiel. Donc là, vous indiquez ce que le référentiel prévoit, d'accord, comme durée pour le module. Ensuite, durée proposée par le bénéficiaire. Et c'est là que vis-à-vis du bilan de positionnement que vous aurez mené, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez dire oui, acquis ou non acquis. Et si c'est acquis, dans ce cas-là, il y aura forcément une réduction de parcours vis-à-vis de cela. Donc là, vous indiquez, vous, exactement la durée que vous proposez. Et ensuite, la dernière, bah, c'est la différence. Donc, si je dis n'importe quoi, si c'était 100 heures dans le référentiel de prévu, et que vous avez décidé de lui faire une réduction, donc ça fait 100, et vous lui faites une réduction de 20 heures, donc ça fait 80 heures, d'accord? Donc 100, et ben, donc, individualisation proposée, eh bien, ça sera effectivement 80 heures moins 100, ça fait 20 si je compte bien. Voilà. Est-ce que là, c'est clair, je pense? Y a-t-il des questions là-dessus ou c'est clair pour tout le monde? Pas de questions, Christian. Bon, c'est parfait. Voilà, donc ça, faites attention à ça, c'est important hein, de nous indiquer également s'il y a eu, parce qu'il y a parfois aussi, alors là, ça peut arriver, c'est marqué acquis, ok, parfait. Et lorsqu'on va de l'autre côté, donc sur les 3 dernières colonnes de votre droite, on s'aperçoit qu'il n'y a absolument rien. C'est-à-dire, le référentiel propose un volume horaire, vous proposez le même volume horaire, donc si c'est acquis, là, on ne comprend pas. Voyez-vous? Si c'est acquis, il doit y avoir une individualisation de parcours, systématiquement. D'accord? Donc là, faites très attention à ça lorsque vous allez mener ce bilan de positionnement. D'accord? Donc faites très attention pour que ce soit bien clair par la commission s'il y a eu une réduction ou pas. Et s'il y a eu une augmentation également, bah, vous marquerez plus, hein, tout simplement. D'accord? C'est clair pour tout le monde? Alors on passe au suivant. La slide suivante. Donc là, eh bien, complété, donc là, allègement réglementaire, ça y est. Donc là, on passe pour les IFSI, etc. Donc, si cette personne, effectivement, elle a un allègement complémentaire, vous l'indiquez là-dedans, suivant ce qu'elle a eu et ce qu'elle a fait.
Ensuite, le cas échéant, donc, besoin d'aménagement et d'individualisation du parcours au regard du référentiel de certification. Donc là, vous nous indiquez effectivement si oui, préciser les éléments justifiant cet aménagement. Donc là, ça nous est très utile pour pouvoir le communiquer à la commission paritaire. OK. Ensuite, cocher la case si contre et argumenter sur le bénéficiaire a-t-il une reconnaissance de qualité, de travailleur handicapé. Là, vous cochez oui. Et vous argumentez, par exemple, pour revenir à la question de tout à l'heure, c'est là que vous argumentez. Oui, effectivement, nous nous sommes aperçus, par exemple, que cette personne avait besoin d'un petit peu plus d'heures vis-à-vis de son handicap pour se déplacer ou pour ceci ou pour cela, je ne sais pas. Et là, vous l'indiquez ici. Exactement. Ensuite, les méthodes pédagogiques. Alors là aussi, c'est important puisque nous, on voudrait savoir les moyens techniques prévus pour adapter aux besoins du bénéficiaire. Est-ce que c'est en présentiel? Est-ce que c'est en FOAD, asynchrone ou asynchrone? AFES, le travail personnel, enfin bref. Après, c'est vous. Et c'est la dernière case qui est très important également, c'est argumenter, justifiant, d'accord, la proposition de parcours que vous proposez. Eh oui, là, c'est là-dessus qu'il faut absolument insister. D'accord. Voilà, je propose tel parcours parce que ceci. Je propose tel parcours parce que cela. Mais systématiquement, nous, même en tant que référent de parcours, mais également la commission paritaire, elle a besoin de ces éléments pour pouvoir statuer sur la cohérence du parcours. Voilà. Il n'y a toujours pas de questions? Toujours pas de questions. D'accord. On peut peut-être rappeler aux personnes qui participent à ce focus, Christian, que la commission paritaire examine de façon anonyme les demandes de PTP. Oui, bien sûr. Et pour que la demande soit éligible, il faut que le bénéficiaire cumule 3 critères. Le premier critère, c'est est-ce que le projet de reconversion est cohérent? Donc, c'est quelles sont les recherches, quelles sont les démarches que le bénéficiaire a engagées pour avoir une bonne représentation du métier, des conditions de travail, etc., de rémunération, etc. Le deuxième critère, c'est est-ce que le parcours choisi, le parcours de formation choisi est pertinent? Donc, c'est là où la commission s'appuie sur le bilan de positionnement pédagogique. Et est-ce que les modalités de son financement sont pertinentes? Et le dernier critère concerne les perspectives d'emploi. Et il faut savoir qu'il faut cumuler les 3. Et c'est vrai que souvent, le bât blesse sur le critère de le parcours de formation est-il pertinent? Faute d'explication, d'argumentation et de clarté. C'est vrai que moi, j'ai constaté qu'on pouvait avoir des synthèses avec des copier-coller, des formules toutes faites. Comme tu l'expliquais, voilà, la personne est motivée. Bon, on était plus sur un entretien de motivation qu'un bilan de positionnement pédagogique. Et je pense que cette présentation vous éclairera vraiment sur ce qui est attendu. Et c'est vraiment une aide pour les commissions paritaires, parce qu'il faut savoir qu'il y en a 5 sur les Hauts-de-France, et qui examinent de manière anonyme les demandes, je vous rappelle. Donc, ils ne sont pas dans la tête du demandeur. Ils n'ont pas pris le demandeur par la main pour l'accompagner dans toutes ces démarches. Et c'est sur présentation, c'est sur pièce, en fait, qu'ils analysent la cohérence et le bien fondé du projet de reconversion du demandeur. Donc, cette étape-là, elle est plus qu'importante. Je pense que tu ne pourras que confirmer, Christian. Je dirais même essentiel. Oui. C'est essentiel puisque comment voulez-vous déterminer une cohérence de parcours de formation, d'accord, si derrière on ne sait pas exactement ce que vous lui avez proposé. Voilà. Donc là, il faut vraiment que ce soit, ce document est très important, d'accord. Il faut vraiment que ça soit. Alors moi, j'insiste vraiment sur la fin, argumenter. Voilà, c'est là, j'en parle parce qu'en tant que référent de parcours, nous, on a affaire systématiquement aux organismes d'information. Alors, nous avons mis également, nous, en place un atelier là-dessus sur le bilan de positionnement interne à Transition Pro. Et là, c'est bien que donc le C2RP reprenne derrière cette affaire parce que, oui, bien sûr, parce que c'est hyper important. C'est ça, il faut comprendre que ce n'est pas, c'est pas quelque chose à prendre à la légère, le bilan de positionnement. Parce que nous, on obéit systématiquement à ce que notre hiérarchie très, très haute, France Compétences, entre autres, nous demande. Et c'est bien écrit noir sur blanc sur le guide, que l'individualisation de parcours est un acte obligatoire du centre de formation. Voilà.
Ben moi, je pense que j'ai fait le tour. S'il n'y a plus de questions, y a-t-il des choses que… Alors, il y a une question de Marion Grégoire. Y a-t-il beaucoup de parcours individualisés concrètement? Quelles sont les tendances en Hauts-de-France par opposition aux tendances nationales? Alors moi, je voudrais quand même abonder le sujet qu'on vient d'aborder. Il faut savoir que statistiquement, en Hauts-de-France, le motif de refus lié au cumul des critères, statistiquement, hein, c'est le critère lié à l'incohérence du parcours de formation choisi par rapport au métier ciblé. Donc vous voyez que, je pense que ça insiste sur l'importance de cette étape. Après, vous n'êtes pas, en tant que professionnel, obligé d'écrire des romans quand on parle d'argumenter. On peut, en quelques mots, être très clair. Mais ce qu'il faut, c'est se mettre à la place du lecteur, hein, comme dans tout écrit, et voilà, que ça ne suscite pas de questions, en fait. Parfois, on a des formules très compliquées qui n'apportent aucune information. Et ça, c'est dommage. C'est pour ça que cet atelier a été mis en place chez Transition Pro. Et dans le cadre de notre offre de service et du partenariat avec le C2RP, on a souhaité intégrer ce focus sur le bilan parce que c'est vraiment essentiel, en fait, dans les outils qui sont mis en place pour favoriser la reconversion des salariés. Et je rajouterais maintenant, vas-y, Marie-Lise, termine, excuse-moi. Oui. Non, moi, j'invitais à revenir sur la question de Madame Grégoire. Non, voilà, donc également, moi, je voulais juste ouvrir une petite parenthèse, c'est que les référents de parcours également, hein, bien nous, si on voit que le bilan ne tient pas la route, hein, si je puis dire, pour parler simplement, si on voit que le bilan n'est pas assez argumenté, etc., vous en faites pas, on se rapproche de vous, déjà dans un premier temps, avant de présenter le dossier directement à la commission. On se rapproche de vous en disant attention, là, le bilan de positionnement, il manque quand même pas mal de choses. Donc, j'ai peur qu'il ne passe pas la commission. Donc, voilà, c'est pas quelque chose qui va tomber comme un coup près. On est bien d'accord. S'il n'est pas très bien fait ou pas très bien ficelé ou qu'on comprend pas très bien la cohérence de votre parcours, vous en faites pas. On revient vers vous, on vous téléphone, on vous envoie un mail via votre espace en disant attention. Là, le bilan de positionnement, ça serait bien que vous expliquiez ou argumentiez plutôt ça et ça et ça. Voilà, vous en faites pas. Là, on revient également là-dessus. Maintenant, Marie-Lise, j'ai complètement oublié la question qui avait été posée. La question, c'était y a-t-il beaucoup de parcours individualisés concrètement? Donc, quelles sont les tendances en région et au niveau national? D'accord, donc là, tu as déjà plus ou moins répondu à cette question, mais voilà. Oui, tu as répondu. Alors, effectivement, comme je vous ai dit, hein, nous, on intervient avant, donc on essaie de faire pour le mieux pour que le bilan de positionnement soit correct. Voilà. Mais quand des fois des centres de formation, malheureusement, ne veulent pas comprendre ou se disent, non, nous, c'est comme ça et c'est pas autrement. Là, par contre, effectivement, c'est le bénéficiaire, malheureusement, qui, paie les pots cassés. Voilà. Donc, faites pour le mieux pour que tout le monde soit content, surtout la commission paritaire. Voilà. Écoutez, moi, je pense que j'en ai fini, à moi qu'il y ait d'autres questions, puisque je pense… Alors, il y a une question, mais qui n'est pas en lien avec le bilan de positionnement. Ça concerne les calendriers des commissions, donc je vais me permettre de répondre en ligne. D'accord. Enfin, directement, en direct. Donc, moi, j'en ai fini. Alors, je ne sais pas qui reprend la relève sur le… Alors, on avait un cas d'école que tu avais souhaité évoquer, Christian. Lequel? Celui qui apparaît à l'écran. La diapositive 21. Donc, il faut évaluer cela. Mais comment encore, hors scénario, comment peut-on évaluer cela? Oui, c'est un petit peu les différents exemples que j'ai donnés concernant le bilan de positionnement. J'avais mon maçon, j'avais plein de choses, je rien d'autre en plus à rajouter. Je pense que c'est l'essentiel. C'est vraiment la synthèse des questions que nous posent
les organismes de formation. Donc, j'espère que cette présentation y aura répondu en partie. Comment évaluer cela? J'en ai parlé tout à l'heure avec soit vous décidez de faire passer comme je disais tout à l'heure, un examen blanc, et là, effectivement, vous avez vraiment quelque chose de concret qui vous tombe. Voilà, il sait pas, il n'a pas de compétences, il en a très peu ou pas du tout. Voilà, une étude de cas suite à une demande factice. Bon, je vous ai parlé tout à l'heure, et en plus, cette étude de cas, on l'a vu avec le TP de formateur, là, sur mon exemple. Voilà, il faut bien détacher les blocs. Donc, qu'est-ce que vous avez besoin comme outil autour du bilan de positionnement? C'est déjà l'outil qu'on vous fournit, ou alors celui que vous avez déjà préparé, peu importe, ça, il n'y a rien d'obligatoire. 2, vous devez travailler en parallèle avec vos formateurs ou vos responsables de formation pour savoir un petit peu comment ça se passe, les différents modules qu'ils ont fait passer. D'accord. Et ensuite, j'allais dire le document hyper important également, c'est le référentiel. D'accord, le référentiel de certification, qui est hyper important, ou alors sur le RNCP, il y a également de ça, vous avez tous les différents blocs. Donc, le mieux, c'est de reprendre des bloc par bloc, d'accord, et puis là-dessus, identifier les compétences s'il y en a. Voilà, c'est le meilleur outil à faire et à utiliser. Voilà. Des questions peut-être? Voilà. Avez-vous des questions? C'est le moment d'en profiter. Apparemment, c'est parfait. C'est clair. Nous allons recevoir maintenant des bilans de positionnement. Tu as des remerciements. C'est gentil. Question, mais tu as des remerciements. Eh bien, écoutez, c'est parfait. Si j'ai pu apporter un éclaircissement sur le bilan de positionnement, j'en suis ravi. Et puis, bien comme ça nous permettra, vous comme nous, de travailler dans de super conditions. Et maintenant, je sais qu'on va avoir des bilans de positionnement parfaits. Voilà. Là, les dossiers vont être présentés à la commission très facilement. On va organiser les trophées du meilleur bilan de positionnement et on va réfléchir au prix avec Christian. Voilà. Ah oui, ça… Voilà, donc en conclusion, une petite cartographie du maillage territorial de Transition Pro de France. Donc, nous sommes composés de 5 espaces territoriaux donc basés sur Saint-Omer, Lille, Arras, Valenciennes, Amiens. Nos équipes organisent sur chaque territoire des permanences. Donc, la volonté, c'était d'offrir un service de proximité. Alors, une petite précision. Nous avons une plateforme téléphonique régionale qui est réservée aux primo-appelants. Donc, c'est un contact à communiquer aux salariés qui souhaitent des informations, mais voilà, un premier niveau d'information, voire une prise de rendez-vous. C'est le 03 59 61 62 63. Donc, ce sont nos chargés d'accueil qui écoutent les besoins des demandeurs et leur proposent le service le mieux adapté à leurs besoins. On a également notre site. D'ailleurs, j'ai mis en ligne le lien pour accéder au calendrier des réunions. Donc, c'est transition avec un spro-hdf.fr. Et un autre point d'entrée réservé aux professionnels que vous êtes, ce sont les coordonnées des responsables territoriaux de chaque espace. Donc, Madame Dorso pour Amiens, Monsieur Tatinclos pour Arras, Madame Coutan pour Lille Métropole, Madame Demoliens pour Saint-Omer-Côte d'Opale et moi-même pour le Hainaut-Cambrésis. Voilà, donc par contre, évitez de communiquer ces lignes directes au grand public puisqu'on a un système de prise en charge de la demande au travers de notre plateforme régionale, donc le 03 59 61 62. Là, on est bien sûr du contact B2B professionnel.
Voilà, et je conclus là, je termine là, Isabelle, et je te rends la parole en te remerciant de nous avoir consacré ces 30 minutes un petit peu plus de 30 minutes. Hein, nous sommes très bavards. Oui. Voilà, moins d'1 heure pour comprendre. Voilà, c'est ça, c'est l'objectif. En tout cas, un grand merci. Merci Marie-Lise et Christian. Peut-être juste pour rester en contact avec le C2RP, vous pouvez vous abonner à nos 2 newsletters, hein, le C2RP et l'Info Hebdo, et nous suivre sur les réseaux sociaux. Ce que je voulais ajouter, c'était simplement donc l'adresse donc de notre programme de sensibilisation, hein, que je vous mets dans le chat, puisque donc il y a je vous ai déjà parlé des 2 derniers focus que l'on va réaliser donc en juin sur le dispositif démissionnaire et en juillet sur Transco, la transition collective. Mais par ailleurs, donc à côté de ces 2 focus, donc il y a d'autres peut-être informations sensibilisation qui pourraient vous intéresser. Bon, il y en a une demain sur REV3 sur l'industrie bas carbone pour ceux qui sont intéressés. Le 14 juin pour découvrir le portail documentaire du C2RP que nous mettons maintenant à votre disposition et dont vous pouvez faire des recherches et construire votre veille. Et le 15 juin, nous avons une restitution de l'étude sur les facteurs d'engagement en formation. Donc, c'est pareil, c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Et je vous convie à notre événement régional sur les métiers en Hauts-de-France et les perspectives, état des lieux et perspectives de recrutement à l'horizon 2030, que nous réalisons donc sur Amiens le 20 juin. Donc, c'est toute la matinée, avec la participation de France Stratégie qui nous fera cette restitution de l'étude et plus particulièrement sur cet état des lieux des Hauts-de-France à l'horizon 2030. Voilà, eh bien, il me reste à vous remercier encore une fois. Merci Marie-Lise et Christian. Je pense que vraiment cette présentation est très claire et bien compréhensible par tous et toutes. Et puis, donc, je me reste à remercier également nos participants et puis à vous dire à bientôt sur des prochains webinaires. Merci. Merci à tous. Bonne journée. Bonne journée, au revoir.